Ethic et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale, avec un thème passionnant qui engage notre avenir et notre souveraineté. On va parler tout de suite de la donnée, comment la donnée se met au service de l'intelligence collective des territoires. Ethic et Smart, pour poser les enjeux de notre émission, j'accueille Laetitia Rancurel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes partenaire service public et territoire chez Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Et vous avez publié une note stratégique pour l'exploratoire Soprasteria Next. C'est un do tank qui propose des pistes de réflexion et d'action aux entreprises dans leur transformation digitale. Alors, vous analysez comment la donnée est un moteur d'innovation pour les territoires. Il y a deux grands thèmes, l'ouverture et la gouvernance. Je voudrais qu'on parle d'ouverture pour commencer. Le point de départ, c'est quoi? C'est peut-être déjà d'identifier ces données, ces datas? Tout à fait. En 2007, la directive européenne Inspire a poussé nos territoires à ouvrir leurs données, essentiellement pour une meilleure action publique, mais aussi parce qu'on sait que la donnée, ce sont des moteurs de projet pour les territoires. Et effectivement, identifier les données, ce ne sont pas simplement les données des services publics, mais c'est aussi les données des entreprises, également l'implication des chercheurs qui vont aller travailler sur cette donnée, mais aussi les jeunes pousses qui s'emparent de ces données pour créer des services sur le territoire. Donc cette donnée, elle est de différentes natures. Oui, ce ne sont pas seulement des données publiques, c'est déjà intéressant de le dire. Ce ne sont pas que des données publiques. Ouais. Et ensuite, quand on commence à ouvrir des données de différentes natures d'acteurs, il y a tout un travail autour effectivement de cette gouvernance de la donnée. Pourquoi? Parce qu'il faut la rendre, comme on dit, interopérable, c'est-à-dire qu'une donnée d'un producteur privé doit pouvoir être travaillée avec la donnée d'une collectivité publique, de manière à pouvoir à créer des nouveaux services sur le territoire pour le bien-être des citoyens, puisqu'on parle d'intelligence des territoires et de travail collaboratif autour de différentes natures d'acteurs. Oui, donc ça veut dire aussi, on va y venir, ça pose évidemment la question du respect du RGPD, de la protection de la donnée, de l'intimité et de la vie privée des citoyens, c'est évidemment majeur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des données qui sont souvent éparpillées, un peu sous-exploitées, peut-être même, c'est une espèce de mine dont on ne se sert pas suffisamment? Tout à fait. Et la question qu'on se pose, c'est ouvrir des données pour ouvrir des données. Le sujet n'est pas là. Le sujet est bien comment on va améliorer la qualité de vie sur un territoire de l'ensemble des concitoyens. Donc, c'est se poser la question toujours de l'approche par le projet. Le projet innovant, d'expérimentation qui se va déployer ensuite sur l'ensemble du territoire ou vers d'autres territoires. Donc, typiquement, on peut donner l'exemple, je pense que tout un chacun ici le connaît, autour de la donnée. Un citoyen aujourd'hui ouvre sa donnée lorsqu'il utilise l'application Waze, par exemple, pour mieux se déplacer. Et c'est là où le collectif est important, puisque quand on utilise cette application, notre donnée est utilisée pour nous rendre un service qui est d'éviter les zones de trafic. Mais parfois, les itinéraires de délestage nous emmènent sur des voies qui sont protégées, devant des écoles, etc. Donc, on a vu des villages se bagarrer parce qu'il y avait des embouteillages qui apparaissaient. Le sujet aujourd'hui de la donnée, quand on parle de gouvernance de la donnée et de projets collaboratifs, c'est de mettre ces acteurs autour de la table de manière à ce que ces itinéraires de délestage ne soient pas orthogonaux aux politiques publiques développées sur un territoire. Sur les questions de gouvernance, les enjeux majeurs, c'est quoi? Sur les questions de gouvernance, alors les enjeux majeurs, c'est essentiellement pour l'action publique, pour les services publics, de rendre effectivement, lorsqu'on exploite des données sur un territoire, de rendre un service aux citoyens. Et typiquement, lorsqu'on va ouvrir, par exemple, une donnée personnelle, la question qu'on doit toujours se poser, c'est la question de l'anonymisation de cette donnée, mais également, le citoyen est en droit d'attendre également de savoir ce que font les entreprises avec ces données, les entreprises ou les services publics, et
et qu'est-ce que font ces entreprises et ces collectivités avec ces données. Ça peut être mieux, donc on en a parlé, mieux se déplacer, mais ça peut être aussi mieux consommer. Ça peut être mieux avoir des informations, par exemple, sur notre consommation énergétique, ou avoir des conseils pour rénover notre logement, par exemple. Donc toutes ces données aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est comment restituer cette donnée aux citoyens. Alors, on pose dans cette première partie les enjeux des débats que l'on va avoir juste après. Quand on parle de territoire intelligent, on a bien compris là ce qu'il y avait derrière. Est-ce qu'un territoire intelligent, il est forcément plus souverain ? En tout cas, il se pose les bonnes questions. Oui. Il se pose les bonnes questions. Et encore une fois, le sujet ici, c'est le sujet du collectif. Aujourd'hui, améliorer l'action publique, c'est proposer sur le territoire de meilleurs services pour les citoyens. On peut par exemple, et tout l'enjeu de l'ouverture des données, on parle beaucoup aujourd'hui de curatif, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données pour résoudre un problème de territoire, une problématique, mais tout l'enjeu de l'ouverture des données, c'est le préventif. Eh oui, évidemment. Anticiper. Tout à fait. On peut par exemple citer un exemple de projet sur le territoire de la métropole de Lyon, où si on est capable de prédire combien d'élèves vont manger à la cantine en amont de la préparation des repas, eh bien on aura moins de gaspillage alimentaire, donc une meilleure optimisation des ressources. Mettre la donnée au service de l'intelligence collective des territoires, ça suppose de partager les bonnes pratiques d'une région à l'autre. C'est ce que l'on va voir tout de suite. C'est le débat d'Ethic et Smart. Le débat d'Ethic et Smart, j'accueille tout de suite Thomas Cotinet, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur de l'Ecolab du ministère de la Transition écologique. J'accueille également Bertrand Montubert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le président d'Equitia et président du Conseil national d'information géographique. Et évidemment, Laetitia Rancurel, partenaire service public et territoire chez Sopra Steria Next, est restée à mes côtés. Allez, on pose le décor pour commencer. Thomas Cotinet, c'est quoi le rôle de l'Ecolab au sein du ministère de la Transition écologique ? Alors, l'Ecolab est le laboratoire d'innovation du pôle ministériel de la transition écologique et énergétique, également au service de la cohésion des territoires. Deux modes d'action. Le premier tourné vers l'innovation entrepreneuriale, les startups, les PME, les grands groupes, la recherche et les territoires, donc faire émerger plus d'innovation privée au service de nos politiques publiques de la transition écologique. Et le deuxième levier, qui est le plus important, être un laboratoire d'innovation spécifiquement par la donnée et l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. Et voilà, et vous allez nous donner pas mal d'exemples concrets des actions que vous pouvez mener. Alors Bertrand Montubert, il y a une double casquette et les deux sont très importantes. Equitia peut-être pour commencer, c'est quoi Equitia ? Alors Equitia, c'est aujourd'hui une association, demain nous l'espérons un groupement d'intérêt public qui coordonne des acteurs publics, privés, qui ensemble veulent construire un cadre de confiance pour l'économie de la donnée. Un cadre de confiance qui doit être éthique et souverain. Ça veut dire concrètement qu'on travaille sur les problématiques d'éthique des usages de la donnée, on travaille sur les questions de modèles économiques, on travaille sur les problématiques technologiques qui permettent de faire des nouveaux usages. Et à chaque fois, au service des projets qui sont portés par nos membres, plus de 60 membres aujourd'hui, qui sont à la fois en région Occitanie, où l'association est née. C'est le berceau, on va dire, à l'Occitanie. C'est le berceau, ça reste là où il y a le siège, à Toulouse, mais aussi en réalité dans toute la France. D'accord. Et donc, ce Conseil national d'information géographique, dont vous avez pris la présidence, c'est quoi ? Parce que alors, derrière cet acronyme-là, CNIG, que je ne connaissais pas, qu'est-ce qu'on découvre ? Ce doux nom, effectivement. Eh bien, écoutez, c'est un organe qui est là pour conseiller le gouvernement sur toutes les thématiques d'information géographique. Et en réalité, nous sommes en train de transformer le nom Conseil national d'information géolocalisée. C'est-à-dire toute l'information dans laquelle il y a des éléments de localisation. Et on le sait aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. L'objectif, là aussi, c'est de faire en sorte que les acteurs publics, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient territoriaux, les acteurs privés, eh bien, se coordonnent autour des sujets d'information géographique. On est sur une thématique sur la donnée au service du territoire. Encore faut-il ce territoire le connaître et avoir un langage commun pour ce territoire. Souvenons-nous, il y a quelques siècles, il n'y avait pas un mètre, il y avait des unités de mesure qui étaient différentes partout dans le territoire. C'était quand ça ? C'était avant la Révolution française ? C'était avant la Révolution française. C'était avant la Révolution française. On connaît l'expression 2 poids 2 mesures. Il y avait des endroits où il fallait avoir, si
modalités là, pour essayer de peser. Et, D'accord. évidemment, tout ça avait des conséquences fiscales. Il n'y avait pas de justice. Ça a été une des revendications dans les États généraux, justement, de mettre fin à ça pour qu'il y ait une justice. Il faut y penser. Quand on pense justice territoriale, quand on pense connaissance du territoire, derrière, très souvent, on va penser en fait information géographique, le fait d'avoir un langage commun. Et c'est pour ça, il faut que tous les acteurs ils aient la même définition. Ils soient effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, interopérables. Et donc, ça suppose de travailler ensemble, de co-construire ce qu'on appelle, nous, des standards. Et le CNIJ est là pour ça en particulier. Alors, Laetitia Ronquerolles, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Tout ça se fait dans le respect de la vie privée, du RGPD, du règlement général de la protection de la donnée. On est en France et en Europe, la région la mieux dotée, en l'occurrence. Tout à fait. Cette transformation effectivement numérique des territoires où on va exploiter de la donnée citoyenne, plus globalement de la donnée des entreprises et des services publics, elle va servir effectivement à 3 types de transitions et dont l'une est liée à l'engagement citoyen, à la transition sociétale. On sent qu'on a besoin d'inclure les citoyens dans ce cycle d'innovation pour imaginer les services de demain. Et puis les 2 autres transitions, bien évidemment la transition environnementale, comment on va aller chercher des données sur un territoire. Et aujourd'hui, en tant que citoyen, on peut être aussi acteur de cette transition environnementale. Par exemple, le projet Commute sur la métropole de Toulouse a mis autour de la table les différents acteurs, Airbus, l'aéroport, les citoyens, la métropole, pour imaginer des solutions pour se déplacer et éviter de l'autosolisme, donc solutions de covoiturage, de déplacement via des modes doux, le vélo, etc. Donc pose aussi la question de l'organisation territoriale, de l'urbanisme du territoire. Et au bout de 40 mois de ce projet collectif, on retrouve toujours ces idées derrière ce type de projet. Et bien au bout de 40 mois, on se retrouve avec 13% d'émissions de CO2 évitées sur le territoire quotidienne, évitées sur le territoire de la métropole de Toulouse. Ouais. Le tout avec des données anonymisées, c'est le mot que vous avez employé, je le rappelle, et c'est important. Tout à fait. Thomas Cotinet, on est en plein dans une démonstration, c'est-à-dire l'objectif c'est de voir comment la donnée peut rendre les politiques publiques plus efficaces. On peut le résumer comme ça ? Alors, les rendre plus efficaces, leur donner plus d'impact. On vient d'avoir un très bel exemple avec Commute à Toulouse. Mais c'est également décider en temps réel. Par exemple, en cas de crise ? En cas de crise, par exemple, sur le sujet de la prévention des risques naturels ou des risques industriels, il y a besoin de décider vite et bien. Donc la donnée aide à cela. Mais la donnée, c'est aussi réussir à mieux cibler les politiques publiques. Et les politiques publiques de la transition écologique sont particulièrement concernées par cela. Si on prend l'exemple de la rénovation énergétique des bâtiments, il y a des endroits où il y a plus besoin qu'à d'autres endroits de mettre un effort pour accélérer l'isolation, par exemple. Il y a aussi des typologies de ménages qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Donc la donnée, c'est aussi fait pour mieux cibler nos politiques publiques. Ouais. Mais alors, qui donne l'impulsion de la politique publique ? C'est le politique ou alors c'est parfois la donnée ? C'est-à-dire le fait de récupérer comme ça des datas et de se dire, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Ça arrive aussi ? Ça arrive tout à fait. Donc Laetitia l'a évoqué tout à l'heure en expliquant que la donnée était aussi un terreau d'innovation. C'est vrai que l'open data, le fait d'avoir accès à un nombre de plus en plus important et de plus en plus varié de données, crée des opportunités d'action et parfois d'innovation. Donc parfois ce sont des administrations qui s'en saisissent, parfois ce sont des entreprises, des startups, mais également des citoyens. On l'a vu avec Covid Tracker pendant la crise du Covid. Donc oui, la donnée en elle-même crée des nouvelles possibilités d'action. Alors, on est effectivement dans le contexte territorial. Et alors, il y a une phrase que moi, je prononce souvent dans mes émissions ici, c'est l'idée de partager les bonnes pratiques. C'est exactement ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'une région va peut-être se donner les moyens d'innover, de tester un système à base de ces données pour ensuite le partager. C'est la logique ? Oui, tout à fait, c'est la logique. Et c'est aussi le fait de se dire, on ne va pas tous refaire exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple très concret. À Equitia, nous avons fait un constat quand nous avons lancé le travail, nous avons créé la structure en 2019, il n'y avait pas de cadre éthique pour l'économie de la donnée. Et nous en avions besoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi avec ces données. Ça a été évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises. Et nous avons la chance, je crois qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, ça me semble important, de se dire qu'on a un atout, à mon sens, aussi un atout économique en France et en Europe, on en reparlera. Dans le fait de considérer l'éthique comme un levier. Nous n'avions pas de cadre éthique.
nous avons travaillé avec des chercheurs spécialistes des questions d'éthique sur la création d'une charte éthique de la donnée. Elle est sortie en 2020. Cette charte éthique, nous l'avons mise à disposition évidemment de tous ceux qui veulent s'en saisir. Et ça veut dire aujourd'hui des structures qui demandent un label que nous avons créé également dans la foulée de la charte éthique pour pouvoir être labellisé. Donc on mutualise effectivement ces travaux-là. On est dans une transformation numérique, vous le savez, qui va extrêmement vite, dans lequel la compétition, elle est au niveau mondial. Nous considérons que nous avons besoin au niveau de la France, d'être dans un niveau collaboratif extrêmement fort pour arriver à mutualiser effectivement les bonnes pratiques, mutualiser la création d'outils comme par exemple cette charte éthique, comme par exemple des modèles économiques innovants sur lesquels nous travaillons, comme par exemple des nouvelles approches technologiques, on pourra en reparler si vous le souhaitez, qui permettent de respecter la vie privée, mais tout en allant beaucoup plus loin dans les traitements de données qu'on peut faire. Eh bien, on se met ensemble effectivement pour le faire et Equitia est un cadre pour le faire. Vous parlez d'espace commun pour les chercheurs, ça consiste en quoi ça ? Alors, les espaces communs de données, c'est quelque chose qui a été en partie initié par la Commission européenne. Ouais. On a fait un des volets de sa stratégie européenne de la donnée. Et effectivement, nous l'utilisons pour la santé-environnement. Donc, c'est un projet qui s'appelle le Green Data for Health, donc l'espace commun de données santé-environnement, qui est une action du plan national santé-environnement. Donc, on rassemble la donnée environnementale française, la donnée de santé française avec le Health Data Hub, le ministère de la Santé, et on anime cette donnée-là pour aider les chercheurs français en santé-environnement à améliorer leur production de connaissances, leur recherche sur la compréhension de l'impact qu'a l'environnement sur la santé, donc l'impact de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, des pesticides, du bruit. Donc l'accès effectif à ces données et son utilisation aide les chercheurs à améliorer et à accélérer leurs travaux. Ouais. Donc on voit bien les différents stades, quoi. Il y a le stade de la recherche, il y a le stade de l'innovation et ensuite il y a le stade du déploiement, Laetitia Roquerel. Et ce bout de la chaîne, il est évidemment très important. Exactement. Aujourd'hui, on a parlé de projets qui sont plutôt des projets sur des territoires qui supportent un joli plan d'innovation. Ouais. Le sujet aujourd'hui, c'est de déployer et de travailler sur le déploiement de ces outils, de ces projets, de ces façons de faire, de ces méthodologies vers d'autres territoires. On parle à ce moment-là de création de communs. Pour justement que ces territoires bénéficient de cette innovation et puissent les déployer à leur niveau de problématique de territoire. Bien évidemment, la mobilité sur Lyon n'est pas la mobilité sur Bordeaux et encore moins sur Vesoul ou autre. Mais la question, c'est aujourd'hui quels sont les outils qu'on a testés, éprouvés, robustes, qui peuvent être déployés sur d'autres territoires. Mais est-ce que ça veut dire aussi, je ne sais pas, mais que des territoires plus riches, je mets des guillemets, vont mettre au service de tous, et des territoires moins riches, ceux qu'ils ont trouvés, ceux qu'ils ont expérimentés et mis en pratique d'ailleurs. C'est exactement ça. On parle donc de mise en commun et on parle aussi on a beaucoup parlé aussi d'open data, c'est-à-dire que sur les bonnes façons de faire, d'ouvrir les données, les algorithmes qu'on peut mettre ensuite derrière et les services qu'on peut développer à partir de ça, c'est effectivement mettre en commun et développer ces services sur d'autres territoires qui sont, on va dire, qui supportent moins de plans d'innovation, en tout cas, voilà, de tirer l'ensemble des territoires vers cette innovation. Ethic et Smart continue, on va plus loin dans la dernière partie de l'émission, on va notamment parler d'intelligence artificielle et de souveraineté numérique. Allons plus loin dans ce numéro d'Ethic et Smart, on se projette dans l'avenir, dans l'utilisation de la donnée par nos territoires. Je vous représente mes invités, Thomas Cotinet, directeur de l'Ecolab du ministère de la Transition écologique, Bertrand Montubert, président d'Equitia et du Conseil national d'information géographique, et Laetitia Roquerel, partenaire service public et territoire chez Sopra Steria Next. Est-ce qu'il y a, petite question Laetitia Roquerel, est-ce qu'en termes de maîtrise technologique, il y a encore des enjeux où, bon, grosso modo, c'est réglé, on est bien, on est au niveau? On est plutôt bien aujourd'hui sur tout ce qui est intelligence des territoires, durabilité, utilisation des données. Les outils sont existants. On peut encore avoir sur certaines données qui viennent d'être ouvertes des réflexions autour on parle de nettoyage de la donnée et ensuite des algorithmes qu'on va développer pour ensuite développer du service. Aujourd'hui, la question sur les territoires, c'est essentiellement, pour se réancrer, c'est aujourd'hui la transparence de ce que l'on va faire avec ces données vis-à-vis des concitoyens. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe qu'il faut souligner, c'est aussi ne pas oublier que lorsqu'on développe des services pour mieux vivre un territoire, une meilleure qualité de vie, ce ne sont pas que des services numériques.
puisqu'on a quand même 13 millions de Français aujourd'hui éloignés du numérique. Donc la question aujourd'hui, quand on développe un service sur un territoire, sur un service public, la question est toujours de l'accessibilité. Donc d'un côté l'algorithmie et la transparence des données qu'on utilise, et de l'autre côté l'accessibilité par l'ensemble des citoyens d'un territoire à ces nouveaux services numériques. Ça rejoint la notion d'open data. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, Thomas Cotinet. Est-ce que, je parlais de l'état de l'art en quelque sorte, est-ce que la France est en avance en matière d'open data, ou l'a été? Est-ce qu'il y a une notion un peu de pays pionnier dans cette démarche? La France est très bien placée, donc elle est dans le podium au niveau européen, c'est historique. Et puis si on fait un focus sur la transition écologique, un sujet qui m'est cher, c'est historique, parce que dans le domaine de l'environnement, on n'a pas attendu la loi Le Maire de la fin des années 2010 pour considérer qu'il était impératif que la donnée soit ouverte. Ceci dit, donc cette donnée, elle est ouverte, mais est-elle repérable? Est-elle accessible? Sait-on qu'elle existe? Et donc là, on est en train de franchir ce nouveau palier. Donc on continue de produire l'effort sur l'open data. On va avoir toujours plus de données ouvertes. Mais on produit un nouvel effort qui est de créer un partage effectif, réel de cette donnée, ce qui implique d'y avoir accès et de savoir qu'elle existe. Ce que je disais en tout début, c'est-à-dire il y a encore pas mal de données sous-exploitées, un peu pas repérées, c'est ce que vous nous dites, un peu éparpillées et pas forcément repérées. Mais par qui? Qui sont les acteurs qui pourraient les utiliser et qui ne les utilisent pas aujourd'hui? Alors les acteurs qui pourraient les utiliser, ce sont les territoires, pour la gestion du territoire, ce sont les chercheurs, les chefs d'entreprise, les journalistes, les citoyens. Ça concerne tout le monde. Et oui, effectivement, on est assis sur un trésor qui parfois qui dort. C'est une belle endormie. Et il faut, là, pour le coup, développer, techniquement parlant, de nouveaux outils qui permettent d'accéder à ces données. Par exemple, ce qu'on appelle les métadonnées, ce qui sont des sortes de cartes d'identité, des fiches d'identité des bases de données. Donc il faut les créer, il faut qu'elles soient standards, de qualité, et puis il faut utiliser des outils ergonomiques, bien faits, faciles d'accès, pour que l'ensemble des protagonistes aient effectivement accès à ce catalogue. Bertrand. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a énormément de données. Il y en a encore besoin de beaucoup plus, évidemment. Mais déjà, si on arrivait à correctement utiliser toutes les données qu'on a, on ferait déjà des bons en avant. Effectivement, vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas plus? Souvent, on ne les utilise pas plus parce qu'il n'y a pas forcément les cadres qui permettent de faire le partage de données. Les cadres réglementaires? Les cadres, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Quand nous disons qu'à Equitia, nous voulons créer un cadre de confiance, c'est qu'il faut que les différents acteurs d'un traitement de données, qui sont à la fois ceux qui ont les données, ceux qui vont les utiliser, les citoyens qui vont peut-être être concernés par le traitement de données, que tout soit en confiance sur, la légitimité à opérer un traitement sur ces données-là, 2, la conformité réglementaire, 3, la conformité à un cadre éthique. Il faut avoir une grille d'analyse. C'est pour ça que nous avons créé cette charte éthique, c'est pour ça que nous avons créé le label Equitia pour la donnée. Si on n'a pas tout ça, on a en permanence des gens qui se disent « Écoutez, vous nous proposez de faire telle opération, ça peut être pour des questions de mobilité, ça peut être pour des questions de transition énergétique. Oui, mais dedans, il va y avoir par exemple de la donnée sensible, de la donnée personnelle peut-être de la donnée de certaines entreprises qui n'ont pas envie de le révéler. Ok, ça va aller à qui exactement? Qui va voir quoi concrètement sur les données? Et si vous n'avez pas un cadre qui permet d'organiser ça, eh bien à un moment donné, tout le monde bloque. Et donc, on ne fait pas plein de choses qui sont nécessaires. On l'a vu pendant le Covid. Le Covid a été un extraordinaire révélateur du fait qu'on avait besoin d'énormément de données pour comprendre ce qui se passait. On en avait besoin de manière extrêmement rapide. Et ces données, la plupart du temps, on n'arrivait pas à y accéder alors même qu'on les avait. Ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de travail. Il faut le faire rapidement pour être en capacité de dire... Par exemple, est-ce que effectivement les inégalités sociales ont un impact par rapport au Covid, le fait d'être plus touché? On le sait empiriquement. À un moment donné, il faut le prouver. Il faut pouvoir mettre des politiques publiques. Il faut pouvoir toucher les gens qui sont concernés. Pour ça, il faut de la data. Mais il faut évidemment un cadre éthique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons accompagné d'ailleurs des entreprises et des chercheurs pour pouvoir mettre en place un cadre éthique, pour pouvoir faire des cartographies, par exemple, de la vulnérabilité vis-à-vis du Covid. Et d'ailleurs, ça rejoint la notion de souveraineté numérique, Laetitia Rancurel. Pourquoi le territoire, c'est peut-être le bon échelon de la souveraineté numérique? Le territoire, c'est le bon échelon parce qu'il y a cette proximité avec les citoyens. Si on prend le cas, par exemple, du TUBA à Lyon, TUBA Expérimentation Urbaine. Donc TUBA Expérimentation Urbaine, c'est le nom de... Alors, c'est quoi le TUBA? Alors, c'est un tiers-lieu qui a été créé justement pour impliquer
les citoyens dans cette innovation territoriale autour de leurs propres données, autour de nouveaux services de mobilité, de consommation et autres. Donc au-delà d'être un dispositif de projet de différentes natures d'acteurs, publics, privés, chercheurs, start-up, j'en oublie certainement, associations aussi. L'idée, c'est de rendre ce dispositif ouvert et de donner à montrer, de donner le débat aussi sur ce sujet de l'exploitation des données, des services à développer, pour aussi, quelque part, avoir un bon niveau de quel est l'attendu en fait des citoyens sur le territoire, donc aussi avoir cette approche où chacun peut s'exprimer, chacun peut exprimer sa problématique, et on va aller chercher la donnée correspondante pour résoudre le problème d'un groupe de citoyens. Ça peut être sur l'agriculture urbaine, ça peut être sur la gestion des déchets, sur le compost urbain, etc. Et on va aller regarder la donnée disponible et comment on peut optimiser utiliser cette donnée pour optimiser l'action d'un groupe de citoyens, par exemple. Je voudrais qu'on parle, Thomas Cotinet, ça file trop vite, il nous reste un peu moins de 3 minutes, d'intelligence artificielle, parce que là aussi, on est au cœur de notre thématique territoriale, parce qu'il y a ce que vous appelez les démonstrateurs territoriaux. De quoi s'agit-il ? Donc c'est le pari que l'intelligence artificielle peut servir à améliorer la gestion des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Donc on parle de mobilité, on parle d'éclairage, d'assainissement, de gestion également des flux de déchets, mais également de la restauration scolaire qui a été évoquée tout à l'heure. Dans tous ces domaines, une intelligence artificielle frugale, donc respectueuse de l'environnement, peut aider à être plus efficace, à avoir plus d'impact écologique, mais aussi parfois être plus social, plus équitable, en prenant mieux en compte les différents types de populations. Donc dans le cadre de France 2030, qui est un très grand programme à 54 milliards d'euros, il y a une stratégie d'accélération dédiée à l'intelligence artificielle. Il y a également une stratégie d'accélération dédiée aux villes et aux bâtiments durables. Et dans ce cadre-là, un dispositif s'appelle Territoire intelligent durable, TID, vous voyez, on est au cœur du sujet. Et au sein de Territoire intelligent durable, nous souhaitons booster le recours à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas évident pour les acteurs territoriaux parce que c'est assez risqué. L'intelligence artificielle, elle est encore assez exploratoire. Il faut encore faire la preuve de son efficacité et il y a un coût. Donc là, cet appel à projet doté de 40 millions d'euros est une perche tendue aux acteurs territoriaux, que ce soit des collectivités, des industriels, des startups, des chercheurs, pour faire émerger de vrais démonstrateurs, voilà, pour tester cela. Et on retrouve la dimension d'intelligence collective des territoires parce que nous suscitons des coalitions de territoires. On souhaiterait, pour que chaque territoire ne réinvente pas la poudre, voir émerger des consortiums portés par plusieurs territoires qui vont mutualiser un effort dans le fait d'aller recourir effectivement à l'IA pour gérer les différents domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce numéro d'Ethic et Smart. C'est passé trop vite, mais c'est toujours bon signe, ça veut dire que c'était passionnant. On se retrouve très vite sur l'antenne de Bismart. Merci à toutes et à tous. Merci. Ethic et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next, pour un monde numérique audacieux et responsable.